Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente course à la direction du Parti québécois devrait intéresser ceux qui ont l'avenir du Québec à cœur. Certes, le Parti québécois semble aujourd'hui marginalisé, mais c'est un véritable débat d'idées qui s'annonce pour repenser l'avenir du mouvement souverainiste et plus largement de la question nationale. C'est pour cela que dans le cadre de cette émission, je reçois les différents candidats à la chefferie. Sylvain Gaudreault est l'un d'entre eux. Député de Jonquière depuis 2008, ministre dans le gouvernement Marois de 2012 à 2014, tous conviennent de son sérieux et de sa rigueur. Mais quelle est sa vision du nationalisme québécois? J'en parle avec lui aujourd'hui. Sylvain Gaudreault, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Alors, depuis 2007 que je suis élu. Pardonnez-moi, 2007, je me corrige. Alors, question première à propos de la question de fond que nous aborderons, la question du nationalisme québécois. Pendant une quarantaine d'années, en fait, le Parti québécois a été le grand porteur du nationalisme québécois dans ses différentes nuances, de l'indépendantisme à la Bourgault jusqu'au souverainisme, disons, alambiqué de certains qui s'y étaient néanmoins ralliés. Donc, c'était une grande coalition. Et aujourd'hui, on peut dire que le Parti québécois ne joue plus ce rôle de grand porteur du nationalisme québécois. Il a été remplacé à certains égards par la CAQ, un peu aussi par QS. Comment expliquez-vous la lente dégringolade du Parti québécois depuis, on pourrait dire, 1995 ou 1998? Comment expliquez-vous le fait qu'il soit aujourd'hui un parti dont on questionne même l'existence? Oui, je trouve que vous commencez avec une question qui est un peu beaucoup critique envers le Parti québécois. Moi, je suis tout à fait disposé effectivement à jeter un regard critique sur l'histoire du Parti québécois. Moi, je dirais qu'il y a certainement des explications conjoncturel relié à l'histoire politique du Québec qui fait en sorte que, de façon générale, depuis les gouvernements libéraux successifs de M. Charest, de M. Couillard, à partir de 2003, l'enjeu du nationalisme, l'enjeu des revendications du Québec, l'enjeu de l'affirmation de l'identité du Québec ont été complètement ignorés. On a eu des gouvernements successifs qui ont fait de l'aplaventrisme, particulièrement celui de M. Couillard, quant à l'identité, au nationalisme, à la fierté même des Québécois. Et quand on a des gouvernements qui quand même déterminent l'agenda là dans l'espace public, qui mettent complètement de côté cet enjeu-là, je pense que ça envoie une ambiance ou un signal très, très fort à l'effet que ce n'est pas des questions qui sont importantes ou qui sont d'actualité ou qui sont essentielles. Donc ça, c'est, je dirais, le portrait d'ensemble du Québec depuis une quinzaine d'années. Maintenant, si on va un peu plus micro, du côté du Parti québécois, moi, je suis prêt à jeter un œil critique, effectivement, à l'égard du Parti québécois. Je pense que sur un temps long, si on peut dire, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, le Parti québécois s'est tranquillement transformé d'un parti porteur d'un idéal à un parti de gouvernement. C'est pas à dédaigner d'être un parti de gouvernement, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important de gérer les affaires, de gérer l'État, de propulser le Québec ailleurs en termes de législation, de politique publique. Mais ça a fait en sorte que les enjeux plus strictement d'indépendance ont parfois, voire souvent, été mis sur une voie de côté là, par rapport, par exemple, à l'atteinte du déficit zéro, par rapport à des réformes importantes dans le domaine de la santé, de la petite enfance, etc. Donc, je pense que ces deux éléments, donc la conjoncture reliée à des libéraux qui sont à plat ventre devant le gouvernement fédéral
et un Parti québécois qui a délaissé davantage son idéal pour une pratique ou une gestion des affaires fait en sorte qu'on en est rendu là aujourd'hui. Alors, vous croyez manifestement par ailleurs qu'il est possible de rebâtir le Parti québécois, ne serait-ce que parce que vous en êtes député et que vous cherchez désormais à le diriger. Sur quelle base croyez-vous qu'il est possible de reconstruire le PQ? Avec cette sous-question, une bonne partie de l'électorat péquiste ou nationaliste est allé vers la CAQ, et une autre partie moindre mais significative est aussi allée vers Québec solidaire. Donc, dans quelle mesure, dans cette espèce de paysage politique nouveau, qui n'est plus exactement le bipartisme d'antan, comment le Parti québécois peut-il redevenir un acteur et pas simplement gérer, un acteur pesant et non pas simplement gérer sa décroissance? Oui, c'est une excellente question. Moi, je dirais que la principale force du Parti québécois, c'est sa base militante. Ça demeure. Quand je regarde le portrait politique du Québec, c'est vrai que nous ne sommes plus dans un bipartisme. Il y a maintenant 4 partis reconnus à l'Assemblée nationale. Il reste que le Parti québécois a une base militante très forte dans plusieurs régions du Québec, voire dans toutes les régions du Québec, à des niveaux inégaux, là, on s'entend, mais c'est quand même un parti de militants, des gens qui sont là pour faire avancer l'indépendance, pour s'engager en politique, qui sont là pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est quand même une force exceptionnelle que les libéraux, que la CAQ n'a pas, et que le QS a, mais de façon, je dirais, différente. On pourrait en reparler, là, mais je trouve que la force et la base militante du Parti québécois est unique dans le paysage de la politique partisane au Québec. Et il faut construire là-dessus. Maintenant, sur comment trouver notre place politique à travers le portrait actuel, pour moi, c'est de recréer, au fond, cette grande coalition qu'a toujours été le Parti québécois. La recréer ou la réaffirmer ou la soutenir davantage, parce que du côté de la CAQ, ce sont des nationalistes, je vous l'accorde, mais c'est un nationalisme qui ne peut pas aller au bout de sa logique, parce que il y a des fédéralistes dans ce parti. Monsieur Legault a lui-même renoncé à l'idéal de l'indépendance pour embrasser la cause ou la situation du fédéralisme actuel. Donc, c'est un nationalisme un peu à la Bourassa, au fond, qui est un nationalisme de façade. C'est ça qu'il faut démasquer du côté de monsieur Legault et de la coalition Avenir Québec, alors que de l'autre côté du spectre, avec Québec solidaire, là on est dans un dogmatisme de gauche où le projet de société de gauche domine sur le projet de pays. Alors, pour eux, l'indépendance est conditionnelle à ce que le Québec soit éternellement à gauche. Et moi, je ne pense pas que c'est la voie qu'il faut emprunter. Donc, le Parti québécois a de l'espace entre pour aller rejoindre les nationalistes qui veulent aller au bout de leur logique, c'est-à-dire de l'indépendance nationale, mais qui ne veulent pas la conditionner, je dirais, à un projet de gauche pour toujours. Donc, autrement dit, c'est la recréation ou la refondation ou la renaissance ou la résurrection, trouvez le terme que vous voulez, de cette grande coalition qui a réuni pendant 25 ans, par exemple, une Louise Arel et un Jacques Léonard. Alors, il faut revenir à ça. Alors, longtemps, le nationalisme québécois tournait, pardonnez-moi, longtemps le nationalisme québécois tournait autour de la question de la souveraineté, évidemment. C'est-à-dire être ou ne pas être indépendant, telle était la question dans notre vie publique. Or, on peut dire que depuis le milieu des années 2000, effectivement, la question de la souveraineté s'est relativement effacée, ou à tout le moins elle a été progressivement remplacée, pour un temps peut-être, pour un temps du moins, par ce qu'on appelle aujourd'hui la question identitaire, qui en est peut-être une version atténuée, une version diminuée, mais néanmoins, les Québécois se sont réappropriés la question du Québec à travers la question identitaire. On a vu le débat sur la laïcité, on voit des débats sur l'immigration, on voit la question du multiculturalisme. Ces questions-là prennent aujourd'hui la place que prenait autrefois la question de la souveraineté. Est-ce que vous croyez que le Parti québécois a avantage à se déployer sur ce terrain? Ou est-ce que vous avez des réserves autour de cette fameuse question identitaire qui a, disons, pris de la place depuis la crise des accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui, les débats sur la laïcité et autres thèmes semblables?
Oui, ben moi je pense qu'effectivement la question identitaire est cruciale. Encore faut-il savoir quelle identité. Et moi je regarde ce qui se passe à l'échelle internationale et il y a beaucoup de pays occidentaux à tout le moins qui sont en quête aussi ou en réflexion quant à l'identité qu'ils portent. Je pense au Royaume-Uni avec le Brexit, par exemple, d'autres pays d'Europe également, même du côté des États-Unis, il y a de vastes questions identitaires qui se posent de ce côté-là également. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est clair qu'il faut remettre l'identité au cœur du débat. Et dans le fond, c'est l'éternelle question entre une société qui veut faire la survivance du français en Amérique, qui veut affirmer cette survivance, ou plutôt un modèle basé sur non pas la défensive, mais plutôt sur l'affirmation de qui nous sommes à l'échelle internationale, l'affirmation d'un Québec fort qui parle une langue internationale, une langue officielle, une langue commune qui est le français, mais qui est une langue internationale, et l'affirmer par son indépendance. Donc, c'est de chercher et de mettre en valeur, d'affirmer clairement un genre de mythe fondateur du Québec d'aujourd'hui. Et moi, je le vois vers cette affirmation d'un Québec fort qui peut prendre sa place à l'échelle internationale, qui peut dire ce qu'il est sur le plan culturel, qui peut naître au monde avec la langue française qui est au cœur de son identité. Alors pour moi, cette question identitaire, elle est là, elle est présente, mais il faut être capable de l'affirmer de façon positive pour montrer que le Québec indépendant sera un Québec ouvert, un Québec généreux, un Québec enthousiaste. Alors pour moi, c'est ça, et ça passe évidemment par un Québec qui est français, un Québec qui est laïque également. Alors, je reviendrai très bientôt sur la question fondamentale que vous avez évoquée, celle d'un mythe commun aujourd'hui, mais j'aimerais juste un instant vous relancer sur un mot que vous avez utilisé qui me semble très important. Vous parlez de survivance, hein. C'était une période de notre histoire qu'on a traversée. Certains historiens nous diront aujourd'hui qu'on traverse peut-être aujourd'hui une nouvelle période de survivance. J'aimerais vous amener sur deux points particuliers. Premièrement, vous l'avez évoqué, c'est la question du français. Le français au Québec, à tout le moins, si on se fie à un chercheur comme Frédéric Lacroix, mais d'autres aussi, est en situation de régression objective. C'est-à-dire qu'on n'est pas en ce moment en train de gérer tranquillement une régression invisible, pourrait-on dire, mais là, on est nous disent-ils, à tout le moins, dans une situation critique de basculement, à tout le moins à Montréal et à Laval. Deuxième indice de cette situation difficile, c'est la question que certains disent très difficile de l'immigration. C'est-à-dire, et on peut voir, il y a un indice là-dessus de l'échec de l'intégration avec la situation simplement des partis nationalistes à Montréal. C'est-à-dire, longtemps, un parti nationaliste, il y avait des comtés protégés dans l'West Island, pour le dire comme ça, pour les libéraux. Et au fil des ans et des décennies peut-être, eh bien, c'est tout Montréal et ensuite presque Laval, sauf exception, qui devient une immense comté protégé pour les libéraux. Donc, de ce point de vue, plusieurs font le lien entre identité, langue et immigration. Et vous me corrigerez, mais dans la présente course à la chefferie, vous avez refusé pour l'instant de plaider pour une baisse des seuils d'immigration. Est-ce que pour vous, la situation de l'immigration et de l'intégration à Montréal et à Laval se passe globalement bien quand même? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous convainc de défendre les seuils d'immigration actuels au Québec? Ouais. Ben en fait sur les seuils d'immigration, ma position est bien simple et puis j'ai eu l'occasion de la formuler, mais c'était juste à peu près en même temps où la pandémie est arrivée là. Donc c'est sûr que les enjeux ont été déplacés de façon importante. D'abord, sur la question de l'immigration, pour moi, je souhaite clairement d'avoir des scénarios qui seraient proposés au gouvernement par une institution ou un observatoire indépendant sur autrement dit, faire des scénarios en tenant compte des capacités d'accueil du Québec, en tenant compte des capacités
d'intégration à la langue française et surtout des capacités également d'intégration au travail, donc en fonction des besoins de main-d'œuvre et surtout également en fonction des capacités réelles de régionalisation dans l'ensemble des régions, du Québec. Et cet observatoire indépendant pourrait soumettre au gouvernement, par exemple, 2 ou 3 scénarios de seuil d'immigration. Et là, le débat se ferait là-dessus. Mais moi, c'est pas vrai que je vais me lancer dans un débat sur 25 000, 50 000, 45 000, comme si on sortait ça d'un peu partout, là, ou sans base scientifique ou observable. Alors moi, je suis très heureux d'avoir avec moi dans mon équipe Stéphane Anfield, qui est certainement un des avocats les plus reconnus et spécialisés en matière d'immigration au Québec, et qui me soutient et qui m'aide à préciser justement ces questions-là et ces propositions-là qui sont absolument essentielles. Sur la question de la langue française, c'est une catastrophe, là. Moi, j'ai eu l'occasion de lire les entretiens que vous avez eus justement avec Monsieur Lacroix dans votre blog ou dans votre chronique, et je partage son analyse, notamment sur, comme vous dites là, les régions de comtés protégées, là, par exemple, qui débordent du côté de Laval ou même du côté de la Rive-Nord éventuellement. Donc, c'est extrêmement préoccupant quand on dit que depuis quelques années, quand même, les francophones qui ont le français comme langue maternelle à Montréal sont minoritaires sur l'île de Montréal. Alors, c'est un enjeu absolument crucial, et il faut être capable de proposer une refonte. C'est même pas refonte, dans le fond, le bon mot, c'est carrément d'arriver avec une loi 101 sauce 2020, sauce 2022, disons, si on prend la prochaine échéance électorale, où on va clairement arriver avec des mesures fortes pour une protection, une mise en valeur du français, mais surtout une intégration au français chez les immigrants. Par exemple, Frédéric Lacroix, à qui on a fait référence tous les deux, dit que selon lui, une des mesures les plus importantes pour réussir la francisation, il plaide quant à lui pour une baisse des seuils, mais laissons cette question de côté, il considère que c'est la question du cégep français. Une proposition qui, pour ceux qui connaissent le Parti québécois, l'ont vu circuler pendant 20 ans. Dans mes jeunes années, quand j'étais militant péquiste, au début des années 2000, on passait des dépliants pour le cégep français. Donc, c'est une espèce de question qui traîne à la manière d'un monstre de mer au Parti québécois. Est-ce que vous considérez que le cégep français est aujourd'hui une étape nécessaire pour assurer la francisation de Montréal et de Laval? Il y a eu même un débat justement un petit peu avant la pandémie là au congrès des jeunes du Parti québécois, je pense que c'était le 8 mars, et ils ont eu également ce débat-là comme quoi que ça se poursuit là, de génération en génération au Parti québécois. Puis ils ont rejeté le cégep français là, obligatoire en français. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut d'abord absolument faire en sorte que le gouvernement cesse de financer la propre anglicisation des Québécois et des Québécoises et de ses étudiants en finançant, par exemple, ou en lançant la construction d'investissements majeurs, par exemple au Collège Dawson, pour faire en sorte que encore plus d'étudiants fréquentent ce collège. Vous savez, moi, je suis prof de cégep avant d'être député, et je sais très bien que quand les étudiants arrivent au cégep, c'est souvent un choix de vie, dans le sens qu'ils vont choisir leur profession. Souvent, les amis qu'ils vont rencontrer au cégep vont être des amis qui vont durer toute la vie. Parfois même, ils rencontrent leur conjoint ou leur conjointe au cégep. Alors, le passage au cégep, là, c'est une étape de vie extrêmement importante parce que ça forme les futurs adultes. Et moi, je pense qu'il faut certainement que le gouvernement cesse de financer les cégeps qui contribuent à l'anglicisation du Québec. J'ai vu une proposition justement de M. Lacroix de proposer un financement des institutions collégiales au prorata du poids démographique des anglophones. Alors moi, je pense que première étape, c'est certainement cela, et de rétablir également les études en français comme étant
importantes, comme il faut valoriser également nos institutions françaises, de langue française sur l'île de Montréal, mais partout à travers le Québec, comme étant des institutions de qualité, décernant des diplômes de qualité et non pas de second ordre. Alors ça, c'est la première chose à faire. Alors, dernière question sur la fameuse question identitaire avant d'aborder ensuite la question de l'environnement, de la démondialisation, du mythe que vous souhaitez placer au cœur du Québec moderne. On n'en sort pas, on est encore dans un débat en ce moment autour de la question du racisme systémique, hein, le concept Oui. qui pendant longtemps était critiqué très sévèrement au Québec. Plusieurs croient qu'il est nécessaire aujourd'hui de le placer au cœur de notre vie publique comme si le temps était venu d'en reconnaître la légitimité. C'est le point de vue de certains, d'autres s'y opposent, le premier ministre. Alors, dans ce débat, vous avez, vous me corrigerez, mais vous êtes rendu à la manifestation à Québec, si je ne me trompe pas, Oui. pour dénoncer le racisme systémique et au Québec notamment. Est-ce que vous considérez que la notion de racisme systémique s'applique au Québec? Et si oui, quelle définition en donnez-vous et quelle portée donnez-vous à ce concept de racisme systémique? Oui, j'ai eu l'occasion de le dire justement lors de cette manifestation à la suite de l'événement malheureux concernant M. Floyd à Minneapolis. Effectivement, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, mais vous savez, je veux pas faire un débat de mots ou d'expressions. Pour moi, loin d'être le racisme érigé en système, hein, on n'est pas en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, on n'est pas non plus dans un pays avec un passé colonialiste ou impérialiste, on n'a pas connu la guerre de sécession, mais il reste que pour moi, et c'est là qu'on entre un peu plus dans la notion ou dans la définition de la notion de racisme systémique, c'est une question d'inégalité sociale. C'est une question de lutte contre les inégalités sociales. Moi, je ne suis pas capable d'accepter au Québec, en 2020, que, par exemple, si vous déposez votre CV avec un nom qui est Tremblay, Côté ou Gaudreau, vous allez avoir 30 à 40% plus de chances d'être appelé en entrevue que si vous vous appelez Mustapha ou Kadi ou un autre nom d'origine étrangère. Je ne peux pas accepter non plus au Québec en 2020 qu'il y a un taux de chômage de 20% pour les populations immigrantes qui sont arrivées au Québec depuis moins de 5 ans, alors qu'avant la pandémie, là, le taux de chômage était autour de 4 à 5% pour les populations nées au Canada. Je peux pas accepter non plus au Québec en 2020 que le revenu moyen des minorités visibles est autour de 10 000 $ de moins que le revenu moyen de la population qui est d'origine blanche ou d'origine francophone là, au Québec. Même chose pour l'accès au logement, notamment à Montréal, où il y a beaucoup plus de difficultés pour l'accès au logement pour les populations d'origine immigrante. Chez les Autochtones, ben c'est également la catastrophe, là, autant au niveau de l'emploi, du logement, des conditions de vie en général. Alors moi, la question du racisme systémique, c'est une question, au fond, de lutte contre les inégalités sociales. C'est une question de justice sociale. Et là-dessus, tous les gouvernements doivent en faire une priorité. Alors, vous me disiez plutôt, la question dans la définition de l'identité québécoise aujourd'hui, c'est de trouver aujourd'hui ce qui serait un mythe fondateur du Québec contemporain. Je ne sais pas si la formule est exacte, mais à tout le moins, c'était dans cet esprit. Ouais, il nous faudrait un mythe pour nous dynamiser, pour nous projeter. Quand on suit votre campagne, on comprend, mais vous me corrigerez, que au cœur de ce mythe, pour vous, il y a la question de la lutte contre les changements climatiques, il y a la question de la participation du Québec au combat pour la planète d'une manière ou de l'autre. Mais peut-être est-ce une définition trop limitée du mythe québécois tel que vous l'imaginez. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'un mythe qui rassemblerait le Québec d'aujourd'hui, qui permettrait de le refonder et de le projeter dans le monde qui est le nôtre? C'est une excellente question. J'ai lu le dernier essai là, sur les mythes des nations modernes par Monsieur Gérard Bouchard, qui amène une réflexion extrêmement intéressante sur cette question-là. Pour moi, le mythe doit être
doit être orienté vers une affirmation positive de notre liberté, de notre indépendance, de notre singularité à l'échelle internationale. Et ça passe, entre autres, par notre capacité d'être exemplaire sur la lutte contre la crise climatique à l'échelle internationale. Moi, je parle beaucoup dans mon discours, dans ma campagne, que le Québec pourrait devenir le premier pays vert à faire son entrée à l'ONU. Donc, avec des succès autour, par exemple, de la production d'énergie renouvelable, de technologies d'innovation verte qui seraient facilement exportables. On est les champions de l'hydroélectricité avec Hydro-Québec, qui est quand même Hydro-Québec une source de fierté qui l'a déjà été plus qu'aujourd'hui, là, mais une source de fierté importante au Québec parce que ça nous appartient. Moi, je me souviens encore, quand j'étais jeune, des publicités, là, on est 12 012, ça nous appartient. C'était Hydro-Québec, c'est une source de fierté importante. Alors, on a tout ce qu'il faut au Québec pour être les champions mondiaux et exemplaires de la lutte contre la crise climatique. Ce n'est pas ça exclusivement qui sera un mythe fondateur, mais ça en fait partie. Parce que pour moi, le mythe fondateur doit être positif. Pour moi, le mythe fondateur doit être généreux, ouvert, enthousiaste, et non pas en mode de ressentiment, de victimisation ou de vengeance. C'est tout le contraire. Alors, pour moi, le premier pays vert à faire son entrée à l'ONU, c'est extrêmement mobilisant. Alors, il faut en parler, il faut le détailler et le partager. Alors, une question sur un terme que vous venez d'utiliser. Vous dites qu'il faut que ça soit porteur, dynamique, ouvert, et non pas dans le négatif et dans le ressentiment. Quand vous pensez au ressentiment, au négatif, vous avez quoi en tête exactement? Ce que j'ai en tête exactement, c'est un discours très dur, par exemple, à l'égard à l'égard du reste du Canada. Vous savez, moi, c'est pas contre le Canada. Là. Oui, j'ai des revendications, puis encore ce matin, j'ai fait un statut Facebook là qui critique Justin Trudeau, mais c'est pour le Québec. Ma conviction indépendantiste a toujours été orientée vers un discours favorable, positif, un discours pour le Québec, et non pas uniquement ou essentiellement orienté ou argumenté sur la base d'un ressentiment envers le reste du Canada, par exemple. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est un projet qui est positif et non pas un projet contre quelque chose ou contre le reste du Canada. Alors, vous parlez d'environnement, d'un mythe positif pour le Québec de demain. On entre dans une époque un peu particulière. Certains disent qu'elle s'écrira à l'encre de la démondialisation. Plusieurs croient que, par exemple, il y a des mots qui longtemps étaient condamnés comme frontières, protection, des termes qui reviennent un peu, je dirais, peut-être pas à la mode, mais dont on redécouvre la pertinence. Est-ce que vous partagez l'analyse de ceux qui croient que nous entrons dans une période de démondialisation? Et si oui, de quelle manière le nationalisme québécois peut-il se conjuguer avec cette époque de démondialisation? Je ne sais pas si c'est démondialisation ou une autre mondialisation. Moi, je pense que la mondialisation va rester, mais elle va prendre une forme différente de celle que nous avons connue avant la pandémie, qui est une mondialisation qui exacerbe, par exemple, la société de consommation, qui est de la production de biens à outrance. Moi, en tout cas, j'espère et je souhaite que c'est ce que les différentes nations retiennent à travers le monde après la pandémie. Mais ce que je souhaite, c'est plutôt une mondialisation qui va permettre de pouvoir anticiper, par exemple, les crises sanitaires, qui va pouvoir également travailler de concert pour lutter contre la crise climatique. Et l'autre élément, c'est que la pandémie nous enseigne certainement
la pertinence de l'État-nation. Avec la pandémie, je veux dire, tout le monde s'est tourné vers qui à 13 heures à chaque jour au Québec? C'était vers le premier ministre et vers le gouvernement, vers le directeur national de la santé publique, pour écouter ce qu'il y avait à dire pour la gestion de la pandémie au Québec. On a également constaté à quel point c'était important d'être autonome au niveau de nos approvisionnements en matière d'équipements médicaux, les masques, les blouses, les médicaments. Également, la crise économique qui succède ou qui va de pair avec la pandémie nous montre à quel point il y a des pays, comme par exemple les États-Unis, qui reviennent à des réflexes de protectionnisme qui nuit à notre propre industrie de l'aluminium, par exemple, au Québec. Donc, la nation apparaît à travers la pandémie plus que jamais comme un repère, comme un lieu où on doit investir pour obtenir des services de, je veux dire, les CHSLD, là, on peut les critiquer évidemment pour dans le contexte de la crise, mais il reste que c'est pas géré à New York ou à Paris, c'est géré par le gouvernement du Québec. Donc, le rôle de l'État national apparaît encore plus fort, mais en même temps, il faut nécessairement avoir des échanges dans une mondialisation qui va nous permettre justement de mieux se préparer avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, pour de futures pandémies, offrir notre solidarité à des populations du Sud qui sont particulièrement affectées parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. On le voit présentement au Brésil, par exemple, où ça va, la mondialisation va nous permettre également de créer des solidarités et des obligations dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, on arrive à la question finalement centrale du combat souverainiste dans cet environnement. Vous me disiez tantôt que le Parti québécois, selon vous, presque par définition, peut retrouver un espace, que le Parti québécois peut véritablement porter un projet qui lui redonnera de l'oxygène politique. Vous croyez que ça doit être adossé à un mythe qui serait capable d'accorder le nationalisme québécois à notre époque? On bute, ou à tout le moins, on rencontre néanmoins la question suivante. Longtemps, les Québécois considéraient que la question centrale était la question nationale. Ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on peut dire que les souverainistes ont une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. La question que je vous poserais, c'est de quelle manière pensez-vous pouvoir convaincre les Québécois de renouer non seulement avec l'option souverainiste, mais avec l'importance de la question nationale, et de quelle manière, dans cet esprit, ensuite, pouvez-vous les convaincre que le combat souverainiste n'est pas simplement le combat vaincu des générations passées, mais peut redevenir un projet politique concret capable de mobiliser une bonne partie des Québécois pour retrouver une dynamique favorable? Oui. On revient un peu à ce qu'on disait au début de l'entrevue, quand je disais les gouvernements passés depuis une quinzaine d'années ont complètement ignoré les revendications du Québec ou la question nationale sous toutes sortes de prétextes. Alors, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui de 18 à 30 ans, disons, n'ont pas connu les débats des années 90 dans lesquels avec lesquels j'ai commencé à militer, par exemple, à l'intérieur du Parti québécois. Alors, il faut à tout prix remettre la question nationale à l'avant-plan. Et pour moi, on a dans le fond le bon gouvernement pour ça, parce que il faut le démasquer sur son nationalisme de façade. Et à mon avis, dès les premiers jours, les premières semaines qui suivraient mon élection à titre de chef du Parti québécois, il est clair que je ferai des propositions à l'Assemblée nationale pour forcer M. Legault et son équipe à aller au bout de leur logique nationaliste. Cette première question-là, c'est la question de l'environnement. C'est la question d'obtenir au Québec tous les pouvoirs en matière de protection de l'environnement. Et là-dessus, on a à boire et à manger. Moi, j'ai déjà déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je l'ai déposé 2 fois. Je l'ai déposé sous les libéraux, puis je l'ai déposé sous la CAQ, affirmant que toutes les compétences en matière d'environnement doivent relever du Québec. Monsieur Legault a plaidé essentiellement la même chose dans une cause devant la Cour d'appel sur la question du marché du carbone et de la taxe carbone
au Canada. Il a également plaidé ça sur la question du port de Québec pour que le port de Québec soit soumis aux règles environnementales du Québec. Donc, s'il le plaide devant les tribunaux dans des mémoires qui sont présentées par des procureurs du Québec, ben moi je pense qu'il faut aller au bout de cette logique et le forcer à se prononcer à l'Assemblée nationale sur la revendication d'obtenir tous les pouvoirs en matière d'environnement au Québec. Parce qu'en 1867, ça n'a pas été partagé là par les pairs de la Confédération entre les provinces ou le gouvernement fédéral. C'était pas un enjeu d'actualité, évidemment, la question climatique ou la question de l'environnement. Alors aujourd'hui, on fait face à une compétence qui est partagée en partie par le fédéral à cause des projets interprovinciaux comme les pipelines et en partie sur les provinces à cause d'une interprétation large de l'utilisation des ressources naturelles. Alors, il faut clarifier ça. Il faut absolument que toutes les compétences en matière d'environnement reviennent uniquement au Québec. Moi, je pense que de forcer M. Legault à se prononcer au final, une fois pour toutes là-dessus, va nous aider à remettre à l'avant-plan la question nationale, la question extrêmement essentielle et importante que le Québec ait tous ses pouvoirs. Et une fois qu'on aura fait sur l'environnement et qu'on aura démasqué le nationalisme de M. Legault, ben là, on va continuer ensuite sur d'autres demandes de ce type. Ça peut être en matière de santé, ça peut même être en matière d'institutions, par exemple d'abolir le lieutenant-gouverneur, etc. Et je pense que ce type de mesure-là, donc d'avoir un Parti québécois très actif pour revendiquer formellement en poussant M. Legault dans ses derniers retranchements, ça va certainement faire une pédagogie, à tout le moins, mais voire même relancer la question nationale à l'avant-plan de l'actualité. Sylvain Gaudreault, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde et bonne chance pour le reste de la course. Merci, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci, bye. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.